Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette dernière du mois d'août 2024 et bien sûr avec nous, monsieur Jacob Cohen. Monsieur Cohen, bonsoir. Alors, je ne sais pas s'il m'entend, je crois qu'il y a un problème. Ah, voilà. Bonsoir, Bon, monsieur Cohen. bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Wally. Voilà, donc je salue tout le monde. Merci encore d'être là avec nous, Monsieur Cohen, pour cette fin de mois d'août et Je pour vous en la fin de cet été, ces vacances de 2024. Lundi, c'est la rentrée. On va un petit peu discuter, comme d'habitude, faire un point un petit peu de l'actualité au Moyen-Orient, Palestine, et puis un petit peu tout ce qui est l'actualité aussi peut-être en France et dans le monde. Les amis, comme d'habitude, sur TikTok, vous savez comment ça fonctionne. Il faut tapoter, partager un maximum. Vous pouvez interagir avec nous, vous demander la parole. Et sur les autres plateformes, comme d'habitude, vous avez le lien StreamYard. Vous pouvez monter, interagir avec nous. Bien sûr, M. Cohen essaiera de répondre à vos questions. Alors, M. Cohen, Oui, on va aller sur la question de toujours, bien sûr, du Moyen-Orient, de la Palestine. Vous m'avez dit tout à l'heure, donc, semaine dernière, il y a eu des pourparlers entre le Hezbollah et Israël. pas des pourparlers, des échanges, Des échanges, pardon, excusez-moi. assez fournis. Alors, dans la nuit du samedi à dimanche, enfin à l'aube, en fait, les Israéliens prétendaient que le Hezbollah allait préparer des rampes de lancement. Donc, ils auraient lancé une campagne préventive pour détruire ces rampes de lancement. Et le Hezbollah a répondu. Il a dit non, non, non. Enfin bon, il y a eu chaque partie a essayé de raconter son scénario. Ça a duré à peu près, je ne sais pas, une demi-heure, une heure. Ça a été assez intense, paraît-il, et cela s'est arrêté. C'est-à-dire, cela confirme tout à fait l'analyse que nous faisons depuis un moment, que ni les Israéliens, enfin surtout pas les Israéliens d'ailleurs, n'ont pas envie de se frotter au Hezbollah. Voilà. Et il y a une frustration en Israël parce que euh, les gens ont cru que enfin Israël a retrouvé sa force de dissuasion. C'est dommage qu'on s'est arrêté, qu'on n'est pas allé trop loin, etc. Comme si, malheureusement, le problème, à mon avis, c'est que la population israélienne, en général, elle ne connaît pas la vérité. Elle vit dans l'illusion, entretenue depuis des années, bien sûr, que l'aviation israélienne pourrait faire une bouchée du Hezbollah. Voilà. Et donc, les éditorialistes, le dimanche matin, disaient que oui, on aurait dû en finir avec le Hezbollah, etc., comme si c'était possible. Voilà. Je pense que malheureusement, les Israéliens vivent dans l'illusion, entretenus par leur chef, qu'ils peuvent, d'une pichenette, mettre le Hezbollah à genoux, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, ça confirme encore une fois l'analyse que nous faisons depuis un moment, que le Hezbollah et Israël n'ont pas intérêt à s'affronter de manière totale, et surtout c'est Israël, parce que, je veux dire, le Hezbollah ne cherche pas la guerre, c'est plutôt Israël qui recherche la guerre, mais il sait qu'il ne peut pas attaquer sans risque énorme. Euh, et donc Israël est humilié, on peut dire le mot, est humilié parce que il est titillé, alors que l'Iran, par exemple, ne répond pas aux provocations israéliennes.
le Hezbollah ne rate aucune occasion de répondre. Voilà. Et il répond de manière nette, sans bavure. Il tue des soldats, il détruit, il attaque des bases, etc. Et donc, il met Israël devant le dilemme. Est-ce qu'il faut, on répond ou pas? Et donc, jusqu'à présent, Israël est humilié, d'autant plus, c'est très important. Il y a 80 000 à 100 000 habitants du nord d'Israël qui ont quitté leur logement, leurs magasins, leurs affaires, etc. Donc, qui vivent, et dans la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes, et leurs enfants n'iront pas encore à l'école, enfin, pas là-bas. Donc, c'est vraiment un drame. Peut-être ils commencent à toucher un petit peu, à goûter un petit peu ce que c'est que d'être des réfugiés, des déplacés. Bon, c'est pas mal. Et voilà, donc je pense que ça va continuer comme ça. Malheureusement, au niveau de Gaza, c'est pas la même chose. Malgré les pertes israéliennes, malgré les difficultés, alors les Israéliens s'acharnent surtout à détruire, à tuer, à affamer. Voilà, le drame se poursuit dans une quasi-indifférence des États. Voilà. Alors justement, il y a un commentaire là, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a soi-disant les sirènes qui se sont déclenchées donc à Tel Aviv actuellement. Bon, c'est à vérifier. Je ne sais pas si c'est du direct ou pas. Je n'étais pas au courant. Voilà, je viens de voir ça en commentaire. Par contre, Monsieur Cohen, concernant là, vous parliez du Hezbollah et des échanges qu'il y a eu avec Israël, mais qu'en est-il de l'Iran, bien sûr? On attend toujours cette riposte, cette éventuelle riposte. Est-ce qu'elle aura lieu ou pas? Non, si quelque chose a lieu, à mon avis, l'Iran ne fera rien. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les Israéliens provoquent l'Iran pour l'amener à faire la guerre et dire aux Américains, regardez, on est attaqué, il faut qu'on se mette ensemble pour détruire l'Iran. Voilà. En fait, c'est ça le piège dans lequel les Israéliens veulent entraîner l'Iran. Voilà. Et l'Iran ne veut pas tomber dans ce piège parce que l'Iran n'est pas intéressé par la guerre. Donc l'Iran cherche une réponse. Alors, à mon avis, la meilleure réponse que l'Iran peut faire, c'est de répondre par Hezbollah interposé ou par les outils interposés. Voilà. Donc, par exemple, fournir des armes sophistiquées, des missiles, etc. Ou bien par, vous savez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information, on avait dit que l'arrestation de Pavel Durov, le boss de Telegram, Oui. elle aurait eu une cause particulière. C'est-à-dire, j'ai mis un post d'ailleurs là-dessus, et c'est le journal israélien Haaretz qui en a parlé. Donc, c'est du sérieux. Des pirates informatiques auraient piraté des informations ultra sensibles sur Israël, alors des milliers d'infos et tout, et pour empêcher leur divulgation, parce qu'en fait, en dehors de Telegram, tous les grands, comment dire, tous les grands réseaux, même Twitter, hein, il ne faut pas se faire d'illusions quand même, sont contrôlés par l'Occident. Et donc, sauf Telegram. Et Telegram, on voulait demander à Telegram d'empêcher la publication de ces piratages. Voilà. Mais c'est énorme, enfin, c'est colossal.
Alors, paraît-il, en tout cas, c'est Haaretz qui le dit. Moi, j'ai repris le poste de Haaretz, qui est encore une fois un journal très sérieux. Vraiment, voilà. Et donc, que l'arrestation de Dourov aurait un lien avec son refus d'interdire la publication de ces piratages. Voilà. Donc, l'Iran a des moyens plus indirects de riposter, voilà, de faire mal à Israël sans donner, sans prêter le flanc à une attaque. Voilà. Et justement, cette histoire-là concernant Pavel Durov, en quoi consiste son contrôle judiciaire là? Le contrôle judiciaire, il y a deux aspects principaux. Il doit se présenter à un commissariat, peut-être à Paris, enfin s'il a une résidence à Paris, à le commissariat à Paris, 2 fois par semaine, et on lui retire son passeport et il ne doit pas voir, il n'a pas le droit de quitter le territoire. Voilà. Mais il peut très bien s'arranger, vous savez, enfin je veux dire, il peut très bien arranger une escapade, une fuite. Voilà. À mon avis, ça reste du domaine du possible. Je veux dire, il a les moyens, il a l'appui des services de renseignement russes, etc. Donc, il pourrait envisager cette solution. Voilà. C'est pas très difficile. C'est-à-dire, les frontières sont très, ne serait-ce que d'aller enfin, de prendre un avion ou un hélicoptère, ou bien de traverser une frontière terrestre, et puis là-bas, un avion qui l'attend. Enfin, donc, je veux dire, c'est pas quelque chose de vraiment très compliqué quand on a les moyens d'un Dourov qui bénéficiera en tout cas d'un appui très fort des services secrets russes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il oui, excusez-moi. On attend de son jugement, voilà. D'accord, mais qu'est-ce qu'il lui est reproché clairement? Parce que concrètement, Alors, c'est la. on lui reproche tellement de choses qu'il risque 20 ans de prison. D'accord. C'est-à-dire, alors, on lui reproche la complicité de pédophilie, parce qu'il y a des messages pédophiles qui passent sur Telegram. On lui reproche la complicité de trafic d'armes, parce que des messages passent sur Telegram, qui ne contrôle pas. On lui reproche tout ce qui est, enfin j'ai oublié la liste, mais enfin, tout ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, voilà. La pédophilie, le trafic, enfin tout. Donc, et en bande organisée, donc ce qui fait que s'il est jugé, il peut très bien avoir facilement 10 à 20 ans de prison. Voilà. D'accord. Alors, juste, je réponds à un commentaire là sur YouTube. Le lien concernant la cagnotte, elle est toujours disponible. Vous l'avez en description comment dire, de la vidéo là sur YouTube. C'est le même, il est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour celles et ceux qui veulent participer, hein, bien sûr, c'était pour aider notre sœur Nabila, qui était dans le nord de la bande de Gaza au début. Au début du mois d'octobre et qui après, par la suite, avait dû quitter la région. Mais ce lien, il est toujours disponible. Il y avait une question, Monsieur Cohen, concernant. Alors, attendez, je reviens dessus. Voilà. Là. Comment Israël peut être. C'était par rapport aux propos que vous aviez tenus tout à l'heure. Comment Israël peut être humilié alors qu'elle est sur plusieurs fronts? Non, c'est-à-dire, bon, disons que il se venge sur la Cisjordanie et sur Gaza, voilà, en détruisant, enfin, je veux dire, ce qui se passe, on oublie ce qui se passe en Cisjordanie, c'est terrible. Je veux dire, ce sont des destructions, des expropriations, etc. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'humiliation. L'humiliation vient de l'impossibilité d'agir face au Hezbollah. À la limite, Israël peut agir contre la Syrie facilement.
il peut agir contre l'Iran. Mais le Hezbollah, il ne peut pas, parce qu'il sait il peut recevoir des coups terribles. Voilà. Et surtout qu'on envisage, par exemple, non seulement les échanges de missiles, mais le Hezbollah peut envoyer 10 000 ou 20 000 combattants envahir la Galilée, le nord d'Israël. Vous imaginez la catastrophe. Et là, ça sera vraiment ça sera l'humiliation suprême. Et donc, comment dire, ils rongent leurs freins. C'est-à-dire, ils sont aux abois et ils sont dans une situation absolument inédite. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un an, quand ils menaçaient le Hezbollah, ils pouvaient faire des raids et puis l'affaire est réglée. Mais là, ça fait 10 mois que ça dure et ils n'osent pas, à peine ils touchent quelque chose que la réponse cinglante arrive. Et là, par exemple, ce qui s'est passé dimanche matin à l'aube, voilà, ils ont lancé soi-disant une opération préventive, mais il a suffi que le Hezbollah réponde avec détermination et ça s'est arrêté là. Et la revue de presse de dimanche matin était extraordinaire, était succulente, parce on voyait bien que les journalistes étaient frustrés de cette impuissance. Voilà. Oui, excusez-moi, monsieur Cohen. Je répondais juste à un commentaire. Résistance palestinienne, je ne peux pas te dire, je n'ai pas essayé, mais j'irai voir, vérifier s'il y a un souci. Mais en tout cas, il est toujours valable ce lien. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, les amis, je vous rappelle, pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Hein, n'hésitez pas à faire la demande. Et sur les autres plateformes, pareil, si vous avez des questions ou si vous voulez interagir avec nous, donc vous pouvez le faire. Je vous avais mis le lien StreamYard. Monsieur Cohen, qu'en est-il de l'avancée probable d'un cessez-le-feu à Gaza et qu'en est-il aussi actuellement sur le terrain? Les Palestiniens subissent toujours des bombardements au quotidien? Alors, quels Palestiniens? Le Gaza? De Gaza, oui. Gaza, oui. Oui, la guerre continue. Chaque jour a son lot de morts, de déplacés, etc. Et du côté israélien, bon, toujours 1 ou 2 ou 3 soldats qui meurent dans des embuscades, etc. Mais bon, j'ai l'impression que les taux se resserrent plus ou moins sur les combattants à Gaza, voilà, parce que bon, il y a une détermination malgré les pertes, malgré les problèmes, il y a une détermination des Israéliens, malgré les pertes, à aller toujours de l'avant, à ne rien céder. Ils refusent, par exemple, de quitter le couloir l'axe de Philadelphie. Ils refusent, enfin, en tout cas, les conditions posées par le Hamas, enfin, en tout cas, les conditions normales, disons, ils les refusent, donc ils continuent. Et voilà, donc moi, je n'ai pas l'impression que ça va s'arrêter parce que il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été soulevés il y a une semaine ou deux, mais finalement, la partie israélienne, et d'ailleurs même le Hamas a dit qu'il ne voulait plus négocier parce que ça ne servait à rien. Voilà. Donc, Bon, est-ce que vous avez envie de répondre à cette question, monsieur Cohen? quel attendez, je cherche ma boule de cristal. Moi aussi. Alors pour les auditeurs, la question pour monsieur Cohen, c'était comment voit-il l'avenir d'Israël dans 50 ans? Voilà.
Ben Mais écoutez, si je essayons de voir savais, déjà dans 6 mois ce qui va se passer, et puis dans 50 ans, on verra. oui, enfin bon, 50 ans, mon Dieu, il peut se passer tellement de choses. Voilà, ce que je peux dire, c'est que la société israélienne est vraiment dans de mauvais draps. Voilà. Il y a de plus en plus de tensions entre les gens. Il y a des milices d'extrême droite ultra-religieux qui se créent. Il y a un délire messianiste, il y a des départs, etc. Donc, la tension est grande. Voilà, c'est une société qui, à mon avis, risque d'imploser dans pas très longtemps. Voilà. Quelles conséquences cela aura, franchement, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Et alors, bonsoir, salam à tous, tous les arrivants. Et concernant les victimes israéliennes, on n'en parle pas. Alors, les victimes israéliennes, on en parle dans les infos israéliennes, c'est-à-dire ils annoncent les morts, ils donnent leur identité. Bon, maintenant, est-ce qu'ils donnent les vrais chiffres? Je ne sais pas. Les blessés, ils n'en parlent pas. Voilà. Ça, c'est un fait. En général, ils disent, bon, tel est mort. Voilà, ils mettent sa photo, les funérailles, etc. Mais ils ne parlent jamais des blessés. Or, les blessés doivent être assez nombreux. À mon avis, ils doivent se compter par milliers. Et des blessés qui, je veux dire, durement atteints, c'est-à-dire qu'ils sont désormais pratiquement incapables de vivre normalement, enfin de travailler ou de retourner à l'armée, mais c'est quasiment un tabou. Voilà. C'est une question taboue dans la société israélienne. Voilà. Habituellement, les Israéliens sont très fiers de montrer les centres de rééducation pour les blessés, etc. Mais depuis quelques mois, ce sont des choses qu'on ne montre pas. Voilà. Et donc, parce que je pense que si donner les chiffres réels, vous savez qu'en Israël, la censure est très, comment dire, est très forte. C'est un des rares pays démocratiques qui peut censurer une information, c'est-à-dire, et en général, les médias respectent. C'est vraiment, il y a, donc par exemple, il y a la censure veille pour chaque information, elle dit, bon, cette nouvelle ne peut pas être diffusée. Et D'accord. donc, et donc la censure, elle marche, enfin, je veux dire, c'est une fonction très importante dans la société israélienne. Voilà. Alors, il paraîtrait. Et, Alors, pardon? allez-y, je vous laisse finir. Allez-y, monsieur Coq, je vous Oui. laisse finir. Et donc, à mon avis, il doit y avoir des milliers de blessés. Et s'il devait montrer ces chiffres, la société israélienne deviendrait, enfin, les habitants deviendraient dingues. Et donc, ils cachent ça. Bien sûr, les familles connaissent, mais on ne, comment dire, on ne dévoile pas l'ampleur au niveau national. Voilà. Parce que lorsqu'il y a 3, 4 morts chaque jour, ou un ou 5, etc., ça dépend, à mon avis, il doit y avoir 10, 20 blessés par jour facilement. Et souvent durement atteints. Et, et ça, euh, voilà, ça c'est la question taboue. Voilà. Alors, justement, Oui. les. Hop là. Est-ce que vous m'entendez?
Monsieur Cohen, vous m'entendez? Oui, oui, Alors, oui. ne bougez pas, je ne vous entends pas. Maintenant, c'est moi qui ne vous entends pas. Vous m'entendez, vous? Oui, 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 Ah, là, je vous oui. entends. Là, c'est bon. Désolé, monsieur, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un problème de micro, donc déconnexion du micro. J'ai dû redémarrer la bécane. Euh, c'est des choses techniques que je n'ai pas maîtrisées. Et en plus, il y avait une mise à jour, donc il a mis un peu de temps à redémarrer. Alors, on ne va pas traîner. J'avais l'Astrolab, pardon, qui est avec nous sur TikTok et je crois qu'il y avait une question. Oui, 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 bonjour Monsieur Cohen. bonjour. Tout le monde, c'est un honneur pour moi de pouvoir échanger avec vous. Je vous suis beaucoup Merci. sur YouTube. Je voulais avoir votre avis, Monsieur Cohen, par rapport à. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez en fait du messianisme juif, c'est-à-dire de la venue du Mashiach, sachant que d'après les textes juifs, normalement, il est interdit au peuple juif d'aller en un seul bloc ou en un seul mur sur la terre d'Israël. Et je voulais aussi avoir votre avis sur la mosquée Al-Aqsa, parce que dernièrement, on sait qu'il y a le ministre Ben Gvir qui est allé pour prier, je pense. Donc, il y a des incursions, pardon, plus souvent, plus répétées. Et voilà, c'était les deux seules choses que je voulais avoir votre avis, en fait, s'il vous plaît. Ok, merci. Bon, le messianisme, il a toujours existé chez les Juifs, mais, enfin, moi je me souviens comment on l'avait vécu au Maroc, c'est-à-dire c'était quelque chose d'inaccessible. C'était un fantasme, un idéal, mais inaccessible. Les Juifs en rêvaient surtout lorsque, d'abord, lorsqu'ils n'étaient pas très instruits, euh, et en rêvaient parce que quand ils se disaient, oh là là, on vit des périodes difficiles, etc. Et donc, on avait ce recours au divin qui allait apporter une solution miraculeuse. Voilà. Mais ça restait à ce niveau-là. Voilà. Concrètement, les gens, c'est pas qu'ils s'en foutaient, ils ignoraient tout ça. Voilà. Ils ne vivaient pas avec cette idée. Et ceux qui ont créé Israël étaient alors là à l'opposé de cette idéologie. C'est-à-dire c'était des athées, c'était des anti-religieux. Et en fait, le problème est venu petit à petit parce que au début, les religieux ne représentaient même pas à peine peut-être 1 ou 2% de la population. Je parle de en 1948. Et puis, bon, cette population s'est développée. Vous savez, ils font 8, 10, 12 enfants. Et puis l'occupation, elle a créé, vous savez, par exemple, qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a donné un coup de fouet à l'idée du Messie, à l'idée messianique, c'est l'occupation de la Cisjordanie. Parce qu'en fait, pour les religieux, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux, ça veut dire qu'ils sont peut-être 30-40% de la population, la Cisjordanie est plus importante que Tel Aviv, que Haïfa, etc. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'Israël biblique, c'est-à-dire Hebron, Shrem, c'est-à-dire Naplouse, etc. Donc, c'est le cœur de l'Israël biblique. Et donc, petit à petit, ça a commencé, la guerre de 67 a eu lieu, la guerre a eu lieu en 1967, donc ça fait quand même déjà une soixantaine d'années, et il y a eu quand même, on est presque à 3 générations. Et donc, ce sentiment qui était à peine, qui existait à peine au sein de cette population, a pris des proportions énormes, colossales. C'est-à-dire, d'abord, la victoire a été offerte par Dieu, et puis petit à petit, les religieux, les directeurs de conscience, on peut appeler comme ça, ou les directeurs d'école,
religieuses qu'on appelle les yeshivot ont commencé à introduire l'idée du Messie qui allait compléter, parachever la renaissance d'Israël. Parce que pour un religieux, c'est pas ça encore. Donc, et donc, ce qui paraissait même il y a 30 ans une idée farfelue, aujourd'hui, ça devient presque une idée majoritaire. Voilà. Et à propos de la règle qui interdisait aux Juifs de monter en Israël en groupe, en masse, elle a été abolie par les rabbins en 1948. Quand l'État d'Israël a été créé, on a dit aux rabbins, il ne faut pas déconner, maintenant on a un État, etc., il faut nous aider et tout. Et donc les rabbins ont levé cette interdiction. Et la pression devient de plus en plus forte. Aujourd'hui, quasiment, le messianisme devient presque une idéologie du quotidien. Voilà. Et donc, on se tourne, alors que, à ma connaissance, il n'y a aucun document qui certifie que le temple a été s'élever là où il y a la mosquée Al-Aqsa. À ma connaissance, maintenant je peux me tromper, voilà. Ils disent que maintenant la mosquée Al-Aqsa devient l'obstacle à la reconstruction du temple. Et donc, comme il y a de plus en plus de fanatiques dans le gouvernement israélien, eh ben, on essaye, par exemple, il y a vous savez, c'est la Jordanie qui, en principe, a la responsabilité de la mosquée Al-Aqsa et des environs. Et donc, il y avait un modus vivendi jusqu'à présent, c'est-à-dire que les Juifs pouvaient aller individuellement sur l'esplanade de la mosquée, mais ne pas prier, ne pas faire certaines choses. Et là, l'histoire s'accélère, puisque aujourd'hui, des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses pour construire une synagogue sur l'esplanade de la mosquée. Donc, prélude au temple. À mon avis, tel que si ça continue comme ça et si rien n'arrête les Israéliens, on fera en sorte que la mosquée Al-Aqsa soit détruite. Vous savez, on peut très bien imaginer, par exemple, un effondrement. Par exemple, les Palestiniens accusent les Israéliens de faire des recherches archéologiques sous la mosquée. Et ils sont en train, les Palestiniens accusent les Israéliens de fragiliser les fondements de la mosquée. Et on ne sait pas, parce que eux, ce sont les seuls maîtres à bord. Donc, il se pourrait, par exemple, qu'ils fragilisent tellement les fondements de la mosquée qu'un jour, elle s'effondre toute seule et ça sera considéré comme un accident. Ou bien, par exemple, imaginons un échange de missiles avec l'Iran ou avec un autre pays, enfin bon, voilà. Et il y a un missile qui tomberait, soi-disant, venant d'Iran, alors que c'est un missile israélien qui ferait sauter la mosquée Al-Aqsa. De toutes les façons, si l'évolution continue sur ce rythme et qui va en s'accélérant, à mon avis, l'avenir de la mosquée Al-Aqsa n'est pas vraiment assuré et on peut craindre sa destruction d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je descends, merci. Ouais. Alors, comment se fait-il que je réponds, moi je relis un commentaire là qui est passé, Monsieur Cohen. Donc, pourquoi la plupart se sauvent-ils s'ils croient au retour du Messie? Alors, ceux qui se sauvent ne croient pas au retour du Messie.
Parce que ceux qui se sauvent, ce sont des laïcs. En général, les religieux ne quittent pas Israël. Enfin, rarement. À ma connaissance, ceux qui partent, ce sont des gens européanisés, occidentalisés, ce sont des gens formés à l'informatique, à toutes enfin, aux industries de pointe. Donc, ce sont des laïcs tournés vers l'Occident, etc. Donc, quand on leur parle du Messie, ils se marrent. Pour eux, c'est une énorme plaisanterie. Donc, il n'y a aucun problème pour eux. D'ailleurs, c'est même une raison qui les fait partir. Parce qu'ils se disent, c'est un pays de fous. Israël est devenu un pays de cinglés. Et donc, ils préfèrent partir. Très bien. Alors, les amis, merci pour ceux qui partagent et qui tapotent sur TikTok. N'hésitez pas, si vous voulez interagir, M. Cohen répond à vos questions. Monsieur Cohen, on va aller un petit peu sur le sujet qui a fait polémique ces derniers jours. Oui. L'intervention sur un média algérien de Mehdi Guezar, qui a suscité beaucoup de polémiques et par la suite qui a même été donc licencié par son, comment dirais-je, le Oui, RMC, quoi. Oui, de l'émission Les Grandes Gueules, oui. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que les propos qu'il a tenus, il les a tenus pendant l'émission Les Grandes Gueules ou dans un média algérien? Non, c'est des propos qu'il a tenus justement sur un média algérien, Al24. Pas en direct sur Les Grandes Gueules. Non. Non, il me semble pas. Hein? Il me semble pas. Ah, d'accord, ok. Et donc, vous en pensez quoi, vous, Monsieur Cohen, de ce travail de sape qu'il y a eu contre Mehdi Guezar, alors que ce qu'il a dit, d'autres l'ont dit par le passé. En l'occurrence, on a pu voir, comment il s'appelle, Gérard Fauré sur un média, justement. Je crois que c'était le même média, c'était RMC, où il s'est prononcé de la même manière et il a dénoncé des réseaux au Maroc et tout ça. Et on a aussi un chroniqueur marocain qui aussi qui s'est prononcé de la sorte sur des problématiques de ce genre au Maroc. Et là, quand c'est Mehdi Guezar qui se prononce, et en plus de ça, c'est pareil que l'histoire de l'intervention du président algérien Abdelmajid Tebboune il y a une dizaine de jours lors de son discours à Constantine. La vidéo a été reprise, elle a été coupée, puis on n'entend pas l'intégralité de ce que dit monsieur Guezar. Donc, est-ce qu'il y a une volonté justement comment dire, quand c'est un Algérien qui se prononce sur ce sujet-là, ça dérange? Bon, d'abord, il y a le fait que le gars en question, il a des fonctions, comment dire, il participe aux grandes gueules. Donc, c'est quand même, dans les médias français, c'est une avancée importante. Je veux dire, c'est quand même une exposition médiatique, je dirais, peut-être pas exceptionnelle, mais très importante. Voilà. C'est pas n'importe qui. Et donc, ça rapporte au niveau médiatique, au niveau relationnel, au niveau peut-être financier, etc. Et donc, on pouvait le toucher directement dans ses intérêts fondamentaux. Vous me citez le cas, par exemple, d'un Marocain ou de Gérard Fauré. Mais ces gens-là, on n'a pas de prise sur eux. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un Gérard Fauré, par exemple? Ou contre un journaliste marocain? On ne peut pas faire grand-chose. Alors que le type-là, il officie dans les grandes gueules, donc dans un média français, sur lequel, média français, il y a probablement des Sayanim qui contrôlent, qui sont
qui sont à l'œuvre, et donc, et qui ont voulu donner une leçon et un exemple. C'est-à-dire, on dit aux gens, voilà ce qui risque de vous arriver, ne croyez pas que parce que vous avez une réputation, vous passez dans les grandes gueules, etc., que vous pouvez dire n'importe quoi, on vous poursuivra n'importe où. Même si vous dites quelque chose en Algérie, on vous surveille et vous allez payer le prix fort. Voilà. Et donc, payer le prix fort pour quelqu'un comme lui, c'est lui interdire les grandes gueules. C'est-à-dire, c'est une perte de réputation, de crédibilité, de considération. Parce que quand on participe aux grandes gueules, ça veut dire qu'on peut avoir on a des entrées dans d'autres médias, on peut faire peut-être des publicités, on peut être invité à des soirées, à des inaugurations, etc. Enfin, c'est tout un statut qui va avec. Et donc, on a voulu lui dire, et ça c'est d'ailleurs, j'ai dit aujourd'hui dans une interview à Algérie 54, je m'étonne que ce monsieur Guettard n'ait pas jugé, enfin, n'ait pas compris qu'il mettait sa carrière en jeu. Parce que quand on participe aux grandes gueules, ça veut dire qu'on rentre dans le cœur des médias français et on sait que dans ces médias, on ne tolère pas la moindre critique vis-à-vis d'Israël ou du sionisme, etc. Et que la punition peut être très lourde. Donc on le sait. Alors, pourquoi il l'a fait, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est senti, peut-être parce qu'il l'a fait en Algérie, ou peut-être parce Alors qu'il justement, Monsieur Cohen, il l'a fait en Algérie, mais est-ce que ce qui aurait dérangé donc ces patrons d'RMC, c'est le fait qu'il parle de la famille Azoulay et du conseiller du roi au Maroc? Bien sûr, bien sûr. Et puis il avait dit, par exemple, d'abord il a parlé d'Azoulay, et puis donc, alors que Azoulay, on veut le faire passer pour un faiseur de paix. Et puis il avait dit aussi, je crois, que la monarchie marocaine empêche les manifestants marocains de manifester pour la Palestine, ce qui est vrai. Mais voilà, la question n'est pas est-ce vrai ou pas. La question, c'est, en fait, il faut pas chercher une logique à ça. La logique, c'est quoi? La logique, c'est que les sionistes, le lobby judéo-sioniste, il veut il veut trancher les têtes qui raisonnent, qui critiquent et qui se manifestent. Voilà. Et donc, et pour montrer à n'importe qui d'autre que regardez, celui-là, il passait aux grandes gueules, il était connu, il a sa réputation, etc. Il a dit quelque chose en Algérie, eh bien, on est capable de le punir. Voilà. Et donc, on l'a puni. Vous savez, c'est comme, je me souviens par exemple, Nicolas Anelka. Oui, oui, oui. Il avait fait une quenelle en Angleterre. Il a marqué un but, il a fait une quenelle. Bon. Une quenelle en Angleterre, ça ne veut rien dire. Les Anglais ils peuvent faire des quenelles comme ils veulent. Mais on l'a fait punir par les Anglais pour montrer aux autres que, voilà, critiquer Israël, de quelque façon que ce soit, même si c'est vrai ou pas, on paye le prix fort pour ça. Voilà. Et voilà, donc c'est un avertissement, c'est surtout un avertissement, et ils agissent souvent comme ça d'ailleurs. C'est un avertissement donné à tous ceux qui pourraient avoir envie de se dire, bah, je vais dire quelque chose, voilà. Très bien. Alors, on avait deux intervenants sur YouTube. Je vais donner la parole à Sadia qui est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et Bonsoir. toi? Tout le monde va bien? Oui. Salam alaikum. Oui, c'était juste pour
pour rebondir sur le sujet précédent, mais par rapport à ce qu'on vient d'invoquer, par rapport à l'histoire de cette personne, Mehdi, qui a sorti des propos, un peu sortis de leur contexte, parce que quand on regarde toute l'intervention, c'est pas tout à fait ce qu'on a voulu faire dire, bref. D'ailleurs, il s'est expliqué par rapport à ça. Et il y a aussi une forte volonté aussi de vraiment monter les colères entre les Marocains et l'Algérie, et les Algériens, notamment depuis la normalisation, on l'a constaté ici aussi, puisque, nous au Maroc, c'est vrai qu'on sait comment se comporter avec les Algériens, il y a toujours eu des petits trucs, mais jamais aussi fort depuis la normalisation. On essaie vraiment de nous monter les uns contre les autres, et ces petits procédés, donc voilà, on fait très attention, mais bon. En fait, moi, je voulais juste revenir sur l'histoire en France, sur d'abord, par rapport à ce que vous avez expliqué sur le retour comment ils voyaient le projet messianique. Comment se fait-il qu'en France, notamment, ou en Allemagne, ou dans les pays occidentaux, ce genre d'argument devient quasiment un cadastre, quoi. C'est-à-dire que dans un pays qui se veut un cadastre, c'est-à-dire que ils ont dit qu'ils étaient là il y a 2000 ans, c'est bon, c'est acté, c'est vraiment, les propos sont repris comme si c'était vraiment, alors que justement la communauté internationale est là pour trancher ce genre de procédés, et pourtant c'est repris, c'est une chose normale, et ça me paraît bizarre quand même pour un pays qui se veut laïque, la première des choses. Et la deuxième chose, j'aimerais ton avis sur le dernier sketch de la personne qui a voulu brûler une mosquée, je sais plus, la Grande Motte, c'est ça. Ouais, la Grande Motte. Oui, une synagogue, effectivement, excusez-moi, une synagogue, alors que ça a été quand même assez débunké, on va dire, et pourtant tout le monde reste dans chaque fois on invente un truc pour montrer que les musulmans veulent absolument tuer du juif, juste parce qu'ils sont juifs. Et ça, et malgré le débunkage, malgré tout ce qu'on peut apporter pour contredire ça, ça reste quand même le discours prédominant, notamment en France. Comment on explique un tel déni? Merci, Jacob. Je t'en prie, mais c'est par le rapport de force, voilà. C'est-à-dire, les sionistes, grâce aux Sayanim, grâce aux milliers de Sayanim qu'ils ont introduits depuis la fin des années 50, aux dizaines de milliers de Sayanim qu'ils ont implantés dans les médias, dans la politique, etc., ils ont réussi à imprimer dans les esprits, dans les médias, dans l'édition, dans les universités, cette légitimité israélienne, de leur bon droit, qu'ils agissent pour la justice, quand on a des films, par exemple, comme Exodus, qui raconte le storytelling du sionisme en 1948, et donc ça a formaté des générations entières d'Occidentaux. Et donc tout ça, c'est juste une question de rapport de force. C'est-à-dire, si c'était par exemple un autre pays, si le rapport de force, mettons, venait à changer, et bien à ce moment-là, on dira, mais c'est de la folie, c'est de la connerie, cette histoire de temple, du troisième temple, du Messie, etc. Mais comme c'est le dominant qui impose cette idée, eh ben on la trouve justifiée, voilà. Et donc, on a beau... c'est ça en fait, c'est... Pour moi, j'ai souvent milité pour que ceux qui s'opposent aux sionistes adoptent les mêmes méthodes, enfin, tentent de s'organiser de la même manière que les Sayanim, c'est-à-dire se constituer des réseaux qui répercutent, des réseaux de plus en plus nombreux, étendus, tenter de créer ces réseaux, et le moment venu de les faire agir ensemble. La force des réseaux sionistes, c'est que quand on a 4000 à 5000 Sayanim en France, quand ils se mettent ensemble, quand ils sont dans les universités, les médias, la politique, quand ils commencent à dire que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, même si vous leur dites, mais regardez, il y a des juifs moi, je connais, j'ai souvent cité le cas de ce sioniste qui a une rue à Tel Aviv,
Hadam, et qui était contre la création d'un État. Donc, et pourtant, aujourd'hui, le rapport de force est tel que la logique ne passe pas. Le droit international ne passe pas. Donc, il faut prendre acte du rapport de force et tenter de modifier le rapport de force. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais vous citer le cas. Comment travaillent les sionistes? Ils ont ce qu'on appelle la méthode du clou. Quand on enfonce un clou. Quand ils ont un truc, par exemple, je n'ai pas d'idée. Je sais pas, par exemple, un attentat, un Carpentras, par exemple. Voilà. Oui. Je sais pas, voilà. Okay, ils tapent sur le clou pendant des semaines et des mois. D'accord? Voilà. Très bien. Jusqu'à ce que ça rentre dans le crâne de tout le monde. Les autres ne font pas. Je vais vous donner un exemple. En 2018, au mois de mai 2018, l'université fac de droit de Créteil, je crois, de banlieue parisienne, elle a décidé de faire passer un examen le 7-8 mai de l'année. Et on s'est rendu compte après qu'il y avait une fête juive. Mais une fête juive de troisième importance. C'est la fête de Shavuot. Ce n'est pas du tout la fête du Grand Pardon, de Kippour, de Pâques, rien, même pas de Nouvel An. L'université a décidé de modifier les dates, une semaine avant ou 2 semaines avant. Et c'est publié dans un journal parisien, le Parisien. Bon. Bon, moi j'avais dit à l'époque, voilà, je disais, il faut prendre cette affaire. Quand on tape sur les musulmans, oui, le communautarisme, etc., il fallait prendre cette affaire et en parler tous les jours pendant 6 mois. Voilà. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Ils en ont parlé pendant une fois et après, ils se font oublier. C'est ça, ils n'ont pas adopté les méthodes de harcèlement, voilà, que les autres utilisent. Donc, ce n'est pas la question d'avoir raison ou pas. On a dépassé ça. Est-ce que vous avez un rapport de force? Combien de fois, Wari est témoin, combien de fois je demande aux Maghrébins de constituer un rapport de force. Voilà. Ils en ont la possibilité. Ils sont 4 ou 5 millions, il y a des dizaines de milliers d'avocats, de médecins, etc., qui s'organisent. Mais si on ne présente pas, vous savez, j'avais fait une conférence en 2015 à Marseille, et je leur ai dit ceci, le CRIF vous a déclaré la guerre, vous avez le choix, ou vous soumettre, ou résister. Voilà. Donc, il faut apprendre à résister. Voilà. Merci, Jacob. Je t'en prie. Merci à vous, Sadia. Merci. Excellente soirée à vous. Je vais donner la parole à Gilles qui est avec nous sur TikTok. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Gilles. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. J'ai vu que vous avez, la semaine dernière, fêté vos 80 ans. C'est un âge respectable pour un homme qui doit être respecté. Donc, je vous souhaite déjà, dans un premier temps, une bonne santé. Merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Ma question se posait au niveau de... Je regardais un petit peu pour le génocide des Khmers rouges en Cambodge. Et finalement, c'était l'armée vietnamienne qui avait renversé le régime de Pol Pot et qui avait arrêté le génocide. C'est un petit peu la même chose pour le génocide au Rwanda. C'est le FPR, le Fonds patriotique rwandais, qui avait renversé aussi, qui avait mis fin au génocide. Je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que, par exemple, une armée de puissance étrangère puisse arriver et renverser carrément l'entité sioniste et arrêter ce génocide aussi? C'est la seule manière, parce que l'ONU ne fait rien. À quelle puissance pensez-vous? Attends, Gilles. Quel est votre avis là-dessus? D'accord. Ouais. Alors, je vous pose la question, à quelle puissance pensez-vous? Quelle est cette puissance qui pourrait le faire? Gilles, la question est pour vous. Est-ce que vous l'avez entendu?
Votre micro. Gilles, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, donc, oui, donc, non, c'est bon. Donc, j'ai posé la question. En fait, quelle est l'armée qui pourrait arrêter ce génocide? Parce que les instances internationales, il n'y a rien. Et à quel... Des États-Unis, il n'y a rien du tout. Donc, c'est la question que je me posais. Oui, mais à quelle puissance pensez-vous? Si c'est la Russie ou la Chine ou l'Inde, quel intérêt ces pays auraient à faire la guerre à Israël, que je rappelle est une puissance nucléaire? Voilà, donc on fait attention hein, quand on a affaire à une puissance nucléaire, et surtout pour défendre qui? Des Palestiniens? Bon, entre nous, tout le monde s'en fout. Voilà, tous les États s'en fichent des Palestiniens, réellement, au fond. Voilà. Donc, c'est pas aucun pays, regardez même les pays arabes ou les pays musulmans, ils sont quand même 54 dans l'organisation de la conférence islamique, ils ne lèvent pas le petit doigt. Donc, voilà, donc même sans faire la guerre, il suffirait que ces 54 pays disent nous arrêtons tout commerce avec l'Occident pendant une semaine et l'affaire est réglée. Même ça, ils n'osent pas. Donc, aucun pays, c'est ça le truc. La Russie ou la Chine ou l'Inde ne vont aller attaquer un autre pays parce qu'il commet un génocide ailleurs. Enfin, ça n'a pas de sens dans les relations internationales. Voilà. Très bien. Gilles, tu en as fini ou je donne la parole à... Très bien, merci à toi Gilles. Je vais donner la parole à Jeff qui est avec nous sur YouTube et après je reviendrai sur TikTok. Jeff, bonsoir. Bonsoir, on m'entend bien? Oui, Bonsoir, très bien. oui. Moi, j'ai une question par rapport au sujet précédent sur l'organisation des musulmans en France, quand vous disiez qu'il ne faut Oui. pas hésiter à reprendre les méthodes du lobby pro-israélien. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des gens, malgré tout, qui ont essayé de faire ça, notamment le CCIF et d'autres personnes, mais le problème, c'est qu'ils ont systématiquement été neutralisés par les pouvoirs publics en France. De même que récemment, là, on a un imam là, qui fait l'objet de procédures administratives pour des propos complètement dérisoires. C'est-à-dire que toutes les figures publiques musulmanes, même celles qui tiennent des propos modérés, sont neutralisées les unes après les autres. Donc du coup, quand on fait ce constat, si on est réaliste, quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre des musulmans qui veulent s'organiser pour faire contrepoids à ça? Si on est réaliste, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui dans ce contexte? J'ai souvent abordé ce problème et Wally en est témoin. Le CCIF, pourquoi il échoue? Pourquoi il échoue? Parce qu'il n'a pas 100 000 membres, 1 million de membres derrière lui. Voilà. Il a 3 000, 4 000 membres, 5 000 membres. Alors, je suis désolé, s'il y avait 500 000 Maghrébins derrière lui, 1 million de Maghrébins derrière le CCIF, eh bien, je vous donne ma parole qu'en un an, il mettrait le gouvernement à genoux, le gouvernement français à genoux, et le CRIF à genoux. Voilà. S'il avait 1 million de membres avec 20 millions, 30 millions de budget, parce que chaque membre donne 20 euros, 30 euros par an, je vous assure que le CRIF sera à genoux dans l'année qui suit. Voilà. Seulement, malheureusement, les Maghrébins, ils démissionnent. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, chaque communauté, ils rasent les murs, ils se disent c'est pas mon problème, j'ai pas envie de me faire voir, et patati et patata. Voilà, il faut, quand je dis tout à l'heure, regardez les Juifs, ils sont unis et ils sont, comment dire, ils forment un groupe, ils font taire toutes leurs différences. C'est-à-dire, dans le CRIF, il y a les communistes, les capitalistes, les religieux, les athées, tout, les intellectuels, les plombiers, ils sont unis. Et malheureusement, les Maghrébins sont incapables d'arriver à l'unité. Voilà. Bonsoir. 2 secondes, Arnold. Jeff, tu as terminé? Ouais, non, j'ai terminé. Bah, merci pour la réponse. À une prochaine. Merci à toi, Jeff. À bientôt. C'était Sonic avec nous sur TikTok. Et après, ce sera Arnold. Merci beaucoup, Jacob. Bonsoir. Je m'appelle Iman Younes, je suis du Maroc. Je vous ai entendu parler de M. Azoulay. Je vous ai connu à travers Dr Wihman, que vous fréquentez assez souvent dans le Marsad à Rabat. C'est bien cela?
Et j'ai cru entendre que vous avez parlé de monsieur André Azoulay, comme quoi c'était quelqu'un qui avait à voir avec Israël. Monsieur Azoulay n'a rien à voir avec Israël, c'est un juif, c'est vrai, mais il ne s'occupe pas de tout ce qui est Israël. Ses affaires restent dans tout ce qui est culture et Essaouira. La personne qui est secrétaire générale du Maroc concernant la communauté israélienne du Maroc, c'est bien M. Berdugo. Alors, ça, c'est d'un côté. Il y a un côté, monsieur Jacob, je vais vous poser une question par rapport au sionisme. Oui. Vous oubliez aussi que le sionisme, quand on dit, quand à Pessar, que toute personne qui n'est pas en Eretz, je suis musulman, je précise, toute personne qui est en Eretz dit l'année prochaine à Jérusalem. Donc, est-ce que vous n'estimez pas que cette phrase ne fait pas partie du sionisme? Pardon, le son, c'est pas que c'est pas un truc. On n'a pas bien entendu, Sonic. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la question? Oui, si vous avez compris la question, répétez-la moi, s'il vous plaît. J'ai dit concernant le sionisme dont vous parlez, parce que moi, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes idéologies, mais je vous connais très très bien. Je crois que vous me connaissez aussi. Par contre, j'aimerais vous poser une question qui m'intrigue et qui m'a toujours intriguée. Allez-y. Je veux savoir pourquoi, quand on n'est pas en Eretz, c'est-à-dire hors Israël, et qu'on fête la fête de Pessah, bien sûr, on a un jour de plus par rapport à tous les autres pays parce que nous sommes hors Eretz, nous disons l'année prochaine à Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas un sionisme? Est-ce que vous faites la prière? Est-ce que vous faites le Pessah? Ou vous êtes converti à l'islam? Non, c'est un rituel. Enfin, vous savez, moi je l'ai dit pendant des années au Maroc, j'ai grandi dans cette atmosphère, etc. C'est une clause, vous savez, en droit, on dit une clause de style, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment de fondement, on le disait sans y penser, voilà, comme une espèce de vœu pieux. D'ailleurs, combien de juifs du Maroc qui ont dit l'année prochaine à Jérusalem, quand ils ont eu la possibilité de partir en Israël, ils sont allés au Canada, ils sont allés en France, ils sont allés au Brésil, etc. Donc, c'est juste une formule, voilà, comme ça, qui fait partie du folklore. Voilà. Oui, mais monsieur, les personnes qui sont parties en Israël, qui n'ont pas été aidées financièrement, oui, ça d'accord, je pourrais vous dire ça, parce que Israël aujourd'hui, c'est un pays qui est trop cher, que c'est un peu plus cher que la Suisse. Mais la majorité aujourd'hui me suppose que quand Israël a besoin de ses enfants, elle les trouve. Aujourd'hui, Israël, les enfants d'Israël, les bénis Israël, c'est eux qui défendent la terre. On est bien d'accord sur ce point. Donc, est-ce que vous considérez que tous les juifs qui sont en Israël sont des sayanim? Parce que j'en connais des Chabad, j'en connais des Lubavitch. Ben, c'est pas ce que dit M. Cohen. C'est pas ce que dit M. Cohen. Il va vous répondre et derrière, on donnera la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on est bientôt en fin d'émission. Voilà, alors, merci. je dis la définition des sayanim, mais après, on passe à quelqu'un d'autre. Les sayanim sont des juifs qui vivent à l'étranger, dans la diaspora, en France, aux États-Unis, etc., qui aiment Israël, qui veulent aider Israël et qui sont engagés par le Mossad pour aider Israël dans leur fonction. S'ils sont journalistes, universitaires, médecins, etc., politiques, etc. Voilà. Ça, les sayanim. Voilà. Donc, Sadia nous dit, attends 2 secondes, Arnold, je te donne la parole juste après. Sadia nous dit dans le chat, donc Azoulay contrôle tout, Azoulay est l'instigateur des accords d'Abraham. Voilà. Je vais me permettre de répondre là parce que là, ça me concerne. Je travaille avec M. Azoulay. M. Azoulay n'a rien à voir avec les accords d'Abraham. Celui qui a fait les accords d'Abraham, c'est pas M. Azoulay. Celui qui a fait les accords d'Abraham, c'est Yariv Elbaz avec Sa Majesté. On n'a jamais arrêté les accords avec Israël. On avait un bureau de liaison il y a très très longtemps au Maroc. On l'a fermé. Ensuite, on a repris le contact. Et ce qu'on a signé avec Israël, c'est pas des accords d'Abraham, mais un accord à 3. D'accord. Merci, Sonic. Je vais donner la parole à Arnold. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai deux questions très rapides, condensées. Moi, la première question que j'arrive pas
à répondre, c'est comment se fait-il qu'en France, par exemple, le sionisme a pris le pouvoir, un tel pouvoir, et que les Français de souche, qui n'ont rien à voir justement avec le sionisme ni avec l'islam, etc., acceptent justement de vendre leur pays comme ça et de voir un tel contrôle de cette identité. Et puis ma deuxième question, c'est, moi je suis à moitié marocain, je voulais quand même dire quand même que le peuple marocain quand même commence à se réveiller par rapport à ça et on commence à s'organiser ici au Maroc. Alors, le peuple français, lorsque on lui présente depuis les années 50 dans les médias le petit État juif qui se défend, qui est démocratique, contre des Arabes surarmés qui veulent le détruire, et patati et patata, lorsqu'il n'y a pas de contre-propagande, parce que les Sayanim empêchent toute contre-propagande, lorsqu'il y a par exemple un Roger Garaudy qui écrit quelque chose contre Israël, il est automatiquement effacé de tableaux, de l'université, de l'édition, etc. Le peuple français, il est comme tous les peuples. Là. Il est programmé, il suit la propagande, il se dit, ben oui, bien Israël, c'est vrai, c'est un petit pays, il se défend, c'est une démocratie, les Arabes sont méchants, etc. Regardez ce qu'on fait par exemple avec Poutine aujourd'hui. En 2 ans, on a transformé Poutine en diable. Et donc, la majorité des Français pensent que Poutine est un diable. Donc, la propagande, ça marche, hein, surtout si elle est quasiment, et si elle occupe pratiquement 90 à 95% du temps, donc du temps médiatique, qu'on ne laisse pas. Regardez par exemple concernant la récente maladie et les injections, quand vous avez tous les médias, vous avez tous les, comment dire, les réseaux sociaux, YouTube, etc., Facebook, qui boycottent, Twitter, qui boycottent toute information qui va contre. Eh bien, le peuple, 80% du peuple qui suit la pensée dominante, les médias dominants, ben, ils obéissent, voilà. C'est pas un mystère, hein, il n'y a rien de... Voilà. Bon, concernant l'autre, j'ai fait une vidéo vendredi dernier, on m'a posé la question sur mardi avec un Marocain qui réside en Hollande. La vidéo sortira parce que lui, il fait le montage, etc. Et on a parlé beaucoup du Maroc. Et effectivement, moi, je lui disais que même s'il y a quelques mouvements, bien sûr, de la population, mais le rapport de force, pour moi, il est nettement favorable à ceux qui veulent faire... Bon, d'abord, il y a le roi, ce qui n'est pas rien. Il y a tous ceux qui sont derrière le roi, qui ne peuvent pas faire autrement. On n'imagine pas, par exemple, un doyen d'université qui est nommé par le roi dire que la normalisation, c'est pas bien. On n'imagine pas un directeur de banque dire que la normalisation, c'est pas bien, etc., etc. Et donc, le rapport de force penche nettement du côté de ceux qui sont pour la normalisation, tout en laissant au peuple la possibilité de faire de temps en temps des manifestations. Voilà. On prend une dernière question, Wally, s'il vous plaît. Wally. Oui, je vous entends. Monsieur Perlin-Pimpin, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais réagir sur les propos d'un autre intervenant, mais bon, je n'avais pas vraiment de questions. Je suis d'accord avec monsieur Jacob Cohen. C'était concernant certains propos qui accusaient Israël de génocide, ou alors d'essayer de trouver des solutions pour essayer d'arrêter la guerre de Tsahal. Voilà, on essaie toujours de focaliser en fait l'armée de Tsahal au gouvernement israélien, sachant que ce qu'il fait, c'est pas Israël qui l'a demandé. Il subit des attentats, donc il faut bien que le gouvernement puisse prendre des directives de sécurité pour sa population. Mais les personnes ne veulent pas, ne rentrent pas dans cette conviction, et on va toujours importer le conflit dans d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le conflit pour, comme disait monsieur, voilà, faire de la propagande uniquement contre Israël, quoi.
Ok, très bien, merci. Je vais donner la parole à Numidi qui était avec nous. Peut-être qu'il a une question. Bonsoir. C'est la dernière. Hein. Oui, ce sera la dernière avant la mienne, Monsieur Cohen. Numidi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, j'ai une question très simple pour monsieur l'invité. En fait, si le Hamas était sous la ville de Tel Aviv, est-ce que l'armée de Tsahal aurait rasé Tel Aviv pour combattre le Hamas, s'il vous plaît? Oui, mais il n'est pas. Enfin, je veux dire, ce sont des. Le Hamas, il ne peut pas être à Tel Aviv, il est à Gaza. Enfin, je ne sais pas, je comprends pas. Oui, c'est une question un peu. Bon, je comprends le sens de la question. Effectivement, en gros, si ce mouvement de résistance se trouvait à Tel Aviv, est-ce que l'entité sioniste bombarderait comme elle l'a fait à Gaza? Bon. Mais regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Soi-disant pour combattre quelques terroristes, entre guillemets, regardez les destructions qu'ils font en Cisjordanie. Donc, voilà, c'est lorsqu'ils ont la possibilité, ils détruisent. Il n'y a pas, voilà. Très bien, Monsieur Cohen. Est-ce qu'ils auraient détruit la ville de Tel Aviv et tué les enfants israéliens? Voilà. Ouais. Merci pour votre question, Monsieur Lumidi. Je pense qu'on a compris le sens de où c'est que vous vouliez aller. Moi, j'avais une dernière question, Monsieur Cohen, pour vous, pour clôturer le live avec vous. Les amis sur TikTok, restez connectés. Le live n'est pas terminé. Moi, c'est concernant l'événement qui s'est passé la semaine dernière au Japon avec la délégation marocaine qui a un des membres de la délégation marocaine lors du sommet du TICAD au Japon. Il y a eu une espèce de pluie là. Exactement. Donc, moi, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre analyse sur ce qui s'est passé concrètement et pourquoi une telle réaction de la diplomatie marocaine dans un sommet qui réunissait donc les pays africains et donc les échanges commerciaux avec le Japon. Non, moi, à mon avis, enfin, je n'ai pas vraiment approfondi la question, mais la réaction que j'ai quand j'ai vu la vidéo, etc., à mon avis, c'est quelqu'un qui a perdu les pédales, voilà. C'est-à-dire, je pense pas, en tout cas a priori comme ça, que c'était, comment dire, commandité par le ministère des Affaires étrangères, voulu, etc. Je pense que c'était quelqu'un qui s'était chauffé, qui a vu rouge, qui a vu le mec du Polisario, il a dit, voilà, il s'est précipité. Bon, à mon avis, c'est plus ça qu'autre chose. Voilà. Oui, mais quand même, monsieur, c'est une délégation qui représentait donc le Maroc, qui même si, comme vous dites, c'est peut-être un pétage de plomb, c'est quand même, je veux dire, dans un sommet qui réunit des diplomates, qui est un problème. Je pense, enfin, c'était pas bon, c'était un sous-fifre qui a fait ça. Enfin, je veux dire, c'est un membre de la délégation, c'est pas le ministre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui. Quand on monte les affaires comme ça du Sahara, quand le Polisario, etc., pendant des années, à un moment donné, bon, vous vous trouvez devant un spécimen du Polisario, vous avez envie de lui sauter dessus. Enfin, ça n'excuse pas, mais disons, quand on fait de la propagande comme ça pendant des années sur l'ennemi, et quand on envoie un spécimen, eh ben, il arrive que il y a quelqu'un qui perd les pédales, un membre de la délégation, c'est pas. Voilà. Enfin, moi, je ne crois pas que ce soit un. Enfin, comment dire moi, je ramène ça à ces proportions-là, enfin, personnellement. Mais à part ça, parce que je ne connais pas non plus, je n'ai pas vraiment approfondi voilà, je n'ai pas regardé des développements, etc. En fait, c'est une vidéo qui dure une demi-minute. Donc, je n'ai pas vraiment réussi à tirer. Mais la délégation marocaine a quand même été expulsée du sommet. Oui, bon, d'accord, voilà, bon, ben, elle est punie, enfin, voilà. Donc, bon,
Ok, bon, bah écoutez, on approfondira peut-être une autre fois. Merci. Juste pour info, Sadia qui est avec nous dans le chat privé, qui nous a donné un lien d'article du Time of Israel concernant justement Herzog. Herzog, je suppose que c'était un ministre israélien, le président, pardon, qui avait décerné la médaille d'honneur présidentielle au conseiller du roi du Maroc. Donc, il y a bien un lien entre. Ah, mais enfin, c'est évident. Non, mais. Non, parce que la personne qui était là tout à l'heure disait qu'il n'y avait aucun lien, que Azoulay n'était pas. Voilà. Non, mais non. Elle était là pour avancer la propagande. Voilà. Donc, il ne faut pas rêver. Hein. Elle n'a pas posé la question de façon naïve de celui qui a envie de comprendre. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen. André Azoulay, j'ai fait une vidéo sur André Azoulay, il est un agent du Mossad. Voilà, point barre. Voilà. Et la vidéo. On peut la retrouver où, cette vidéo, M. Cohen? Sur votre chaîne? Sur ma chaîne, je crois qu'elle est sur ma chaîne YouTube. Ok. Je vais essayer de la retrouver. Sinon, je vais voir sur ma chaîne YouTube. Éventuellement, la remettre au goût du jour? Oui, c'est une vidéo qui dure 3 ou 4 minutes, ou 5 minutes. Enfin. Mais j'expliquais les raisons qui me poussaient à dire pourquoi André Azoulay est un Sayan. Voilà. Et qu'il a été placé là par Israël, par le Mossad, par l'Amérique, pour contrôler, faire avancer la cause israélienne au Maroc et contrôler la politique marocaine dans ce domaine. Voilà. Très bien. OK. Merci, M. Cohen. Excellente soirée à vous. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt. Les amis, je clôture mon live sur YouTube et les autres plateformes. Je reste un petit peu connecté sur TikTok, donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent interagir. Je laisse le live TikTok ouvert. Alors, on se donne rendez-vous jeudi prochain, comme d'habitude. Vous avez le lien en description concernant Nabila, notre sœur en Palestine, pour lui donner un petit coup de main. Elle faisait un travail humanitaire, je le rappelle, avant les événements du 7 octobre. Et donc, une cagnotte a été mise en place. On participe. Vous avez le lien en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent faire un geste. Et s'il y a un souci, il paraît-il qu'il y aurait un souci, que ce lien ne fonctionnerait pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, même des commentaires sur YouTube. Voilà, les amis, excellente soirée à vous. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain. Et pour celles et ceux qui sont encore en vacances, bonne fin de vacances. Et la rentrée lundi. Bonne rentrée à tous. Salam alaikum.